Mars, le temps. 1er mars. Anniversaire de mon père. J'imagine leur dîner là-bas près de Guise. Comme chaque année, la famille s'est retrouvée dans ces écuries du XVIIIe siècle, transformées en restaurants. Les cousins belges, la bière, le vin, la viande et la lumière tombée des voûtes en briques. Ils ont dû arriver sous la pluie et ils dînent à présent dans la chaleur. Les tables sont installées sous les râteliers où se gobergeaient les bêtes. Des centaines de chevaux qui seraient au chaud entre ces stalles dorment à présent dehors, dans la nuit de laine. Je n'aime pas les églises transformées en dépôts de munitions, pas plus que les écuries muées en salles de banquet. Je remplis un verre de 5 centilitres de vodka, le temps vers l'ouest et le vide. Serait-il heureux ici, mon père? Cette nature ne lui plairait pas. Il aime le débat, le théâtre, ses dialogues. Il se meut dans l'univers de la réplique. Dans les bois de Sibérie, aucune conversation possible. Bien entendu, rien n'empêche l'homme de s'y exprimer. Il peut toujours hurler comme le meunier du romancier finlandais Arto Pasilina. Seulement les cris ne servent à rien. Dans une perspective naturaliste, l'homme révolté est une chose inutile. La seule vertu, sous les latitudes forestières, c'est l'acceptation. Celle des stoïciens, des bêtes, mieux, des cailloux. La taïga n'a que 2 choses à offrir. Ses ressources, que nous ne nous privons pas d'arraisonner, et son indifférence. Prenons la lune, par exemple. Hier, elle brillait. Dans mon carnet, j'écrivais « La lune rhinocéros qui, de sa corne d'ivoire, blesse la nuit couleur d'Afrique ». Combien se fout-elle, la lune, de ces sous-aphorismes de préfecture? Ce soir, je finis un polar. Je sors de cette lecture comme d'un dîner chez McDo, écœuré, légèrement honteux. Le livre est trépidant. Sitôt refermé, on l'oublie. 400 pages pour savoir si McDouglas a découpé McFarlane au couteau à beurre ou au pic à glace. Les personnages sont soumis à la toute-puissance des faits. L'abondance de détails masque le vide. Est-ce parce qu'ils ressemblent à des rapports que ces romans sont appelés policiers? Minuit. Je fais des pas sur le lac. Comment retrouver cette impression éprouvée la première fois que j'arrivais sur ces bords anthracites il y a 7 ans? J'avais eu l'âme équarrie de bonheur. Où est la joie du lieu qui me tenait éveillé lors de mes premières nuits sur les grèves? Le confort de ma cabane émousse les perceptions. Trop de facilité recouvre l'âme de suie. 15 jours m'ont suffi. Je me sens un habitué des lieux. Bientôt je connaîtrai chaque sapin aussi précisément que les bistrots de mon quartier parisien. Se sentir familier d'un lieu, c'est le début de la mort. Les chiottes, à 120 pas de ma cabane. Un trou dans la terre et un auvent de planches mal rabouté. En y allant cette nuit, je pense au pommier, une nouvelle de Daphné du Maurier. Un type se prend les pieds par une nuit de grand froid dans les racines de l'arbre planté jadis par la femme qu'il haïssait. Je m'imagine tombant sur le chemin par moins 30 degrés. Je mourrai là, à 50 mètres de la cabane, devant le filet de fumée sortant du toit, avec les explosions de la glace pour oraison funèbre. Je cesserai de lutter et rejoindrai lentement le beau silence en me disant « Tout de même, c'est trop bête ». Ah, ces gens qui se sont perdus et sont morts à quelques mètres de l'abri. Le secours est là, 10 pas suffiraient, mais la porte du Havre demeure hors de portée. Kurosawa avait fait un film de ce thème. Une escouade d'alpinistes gelait dans le blizzard à un arpent du camp. Et Scott, se souvient-on de son agonie à moins de 20 km de son dépôt de ravitaillement? Svenedin, lui, vit l'aventure inverse. Dans le Taklamakan, il se croit perdu, se prépare à crever et tombe inopinément sur l'oasis. 2 mars. À 800 mètres au sud de la cabane, une éminence de granit crève la forêt. 6 mélèzes en coiffent le sommet et lui donnent la forme d'une pomme de pin. Le cône domine le lac d'une centaine de mètres. Les traces de lynx mouchettent le talus côtier qui mène au pied du dôme. J'y grimpe péniblement. La poudreuse recouvre le pierrier. J'enfonce aux cuisses et, parfois, le pied disparaît dans un trou entre 2 blocs.
Du sommet, le Baïkal, plaine striée de veines d'ivoire. Le silence des bois enveloppe le monde et l'écho de ce silence est vieux de millions d'années. Je reviendrai ici. La pomme de pin sera ma une pour les jours où il faudra prendre de la hauteur. Sacha et Yuri, les pêcheurs rencontrés chez Sergueï il y a 15 jours, passent me visiter. Je sers les verres rituels. Dans la vie, partager un verre avec un compagnon, se savoir en sécurité dans la chaleur d'un abri est déjà quelque chose. Le poil tire bien et l'atmosphère nous engourdit. Une barre cotonneuse pèse sur l'arcade sourcilière. Manifestation du bien-être biologique. La vodka descend dans le ventre, l'esprit flotte, le corps est contenté. On fume, l'air s'épaissit et les mots se raréfient. Le contact des hommes des bois russes me procure toujours un apaisement, né du sentiment d'avoir trouvé l'environnement humain où j'aurais voulu naître. Il est bon de n'avoir pas à alimenter une conversation. D'où vient la difficulté de la vie en société ? De cet impératif de trouver toujours quelque chose à dire. Je pense à ces journées de déambulation dans Paris, à égrener nerveusement les « ça va » et les « revoyons-nous vite » à des gens bizarres, inconnus, lesquels me débitent les mêmes choses, comme affolés. « Pas froid ?» dit Sacha au bout d'un moment. « Ça va, dis-je. »« La neige ?»« Beaucoup. »« Du monde ?»« Avant-hier. »« Sergueï ?»« Non, Youra Ouzov. »« Youra Ouzov ?»« Oui, oui, Youra Ouzov. »« Ah, ce Youra. Ah oui, tout de même. » On lit des dialogues de ce genre dans Le Chant du Monde de Jean Giono. Au début du roman, l'homme du fleuve, Antonio, s'adresse à l'homme des bois, Matelot. « C'est la vie, dit Antonio. Mieux la forêt, dit Matelot. Son goût, dit Antonio. Moins on parle et plus on vivra vieux, dit Yuri. Je ne sais pourquoi, mais je pense soudain à Jean-François Copé. Lui dire qu'il est en danger. Sacha me laisse un bidon de bière de 5 litres. Le soir, j'en vide 2, lentement. La bière ou l'assommoir. L'alcool des pauvres gens. La bière est un sédatif qui anesthésie la pensée et dissout tout esprit de révolte. Avec la lance à bière, les États totalitaires éteignent les incendies sociaux. Nietzsche haïssait ce jus pisseux parce qu'il alimentait l'esprit de lourdeur. Au bâton, sur la neige. Le monde dont nous sommes tour à tour les taches ou les pinceaux. 3 mars. Je me souviens de mes voyages à pied dans l'Himalaya, à cheval dans les monts célestes, à vélo il y a 3 ans, dans le désert de l'Oustiourt. Cette joie alors a triomphé d'un col. La rage carnassière à abattre les kilomètres, l'envie de mourir d'avancer. Parfois, j'allais tel un possédé marchant jusqu'au délire, à l'épuisement. Dans le Gobi, je m'arrêtais pour passer la nuit là, m'écroulant sous moi, à l'endroit de mon dernier pas, et repartais le lendemain, sitôt l'œil ouvert, machinalement. Je jouais au loup, à présent je fais l'ours. Je veux m'enraciner, devenir de la terre après avoir été du vent. J'étais enchaîné à l'obsession du mouvement, drogué d'espace, je courais après le temps. Je croyais qu'il se cachait au fond des horizons. Par la vigueur de l'usage, compenser la hâtiveté de son écoulement. Montaigne essaie. Voilà comment je m'accommodais de sa fuite. L'homme libre possède le temps. L'homme qui maîtrise l'espace est simplement puissant. En ville, les minutes, les heures, les années nous échappent. Elles coulent de la plaie du temps blessé. Dans la cabane, le temps se calme. Il se couche à vos pieds en vieux chien gentil et soudain, on ne sait même plus qu'il est là. Je suis libre parce que mes jours le sont. Comme tous les matins, lorsque le poêle chauffe, je vais au trou d'eau creusé à 30 mètres du rivage. Pendant la nuit, la couche de glace se reforme et je dois la casser pour puiser. Je reste un moment là, debout à regarder la taïga. Soudain, une main blanche, ses os ont avalé tant de noyés, jaillit par le trou pour m'agripper la cheville. L'hallucination est fulgurante. J'ai un mouvement de recul et lâche le pic à glace. Mon cœur cogne. Les eaux dormantes sont maléfiques. Les lacs exhalent une atmosphère mélancolique parce que les esprits y maraudent en vase clos, ruminant leur chagrin. Les lacs sont caveaux. La vase y diffuse une odeur délétère. La végétation y plaque de sombres reflets.
En mer, le ressac, les ultraviolets et le sel dissolvent tout mystère et la clarté l'emporte. Que s'est-il passé dans cette baie? Y a-t-il eu un naufrage, un règlement de compte? Je n'ai pas l'intention de cohabiter 6 mois avec une âme en peine. J'ai assez de la mienne. Je rentre dans la chaleur de la cabane, avec mes 2 seaux à la main. Par la fenêtre, le trou à glace fait une tache noire sur la nappe livide, un chat dangereux qui fait communiquer les mondes. Chaque après-midi, je chausse mes raquettes. 1h30 de marche dans la forêt pour atteindre la lisière supérieure des arbres. J'aime entrer dans le bois. Derrière l'orée, les sons s'atténuent. Lorsque je pénètre sous la voûte d'une cathédrale gothique en France ou en Belgique, j'éprouve le même engourdissement. Une douceur dans l'être qui alourdit les paupières et diffuse sa tiédeur derrière l'os frontal. Quelque chose réagit en moi au rayonnement de la pierre calcaire, comme au rayonnement des résineux. À présent, je préfère les futaies aux nefs de pierre. Sous les arbres, neige profonde. Le vent ne la balaye jamais. Malgré les raquettes, je m'enfonce. Les lynx, les loups, les renards et les visons circulent dans la nuit. La tragédie sauvage se lit dans les empreintes. Certaines sont perlées de sang. Elles sont les paroles de la forêt. Les bêtes ne s'enfoncent pas. La surface de leurs pieds est proportionnée à leur poids. L'homme est trop lourd pour aller sur la neige. Parfois le cri des geais, et sinon le silence. Il le lance du sommet d'un sapin, sentinelle de plumes sur une tour d'aiguille. Ils crient parce que je pénètre chez eux. Personne ne demande jamais aux bêtes la permission de traverser leur domaine. Le lichen pend aux arbres. J'ai lu un conte il y a longtemps où l'auteur imaginait un dieu errant dans les sous-bois. Son manteau s'accrochait aux branches des arbres et les lambeaux devenaient le lichen. La tristesse des pins. Ils ont l'air d'avoir froid. Après 1 heure de montée, l'altimètre marque 750 mètres. Encore un effort et au-delà de 900 mètres d'altitude, la forêt baissera les armes. Là-haut, la neige rabotée par les tempêtes offre une surface dure. Les raquettes accrochent bien, je m'élève vite et choisis de remonter l'une des vallées étroites. Quelques mélèzes subsistent au-delà de la frontière forestière. Ils poussent isolés et leurs branches contournées se détachent sur le fond lapis du lac, étoilé de fractures. L'or des branches, le bleu du lac, le blanc des fractures de glace, palette d'Okusai. Parfois le sol se dérobe. La neige accumulée sur un bosquet de pins nains s'effondre sous mon poids. Je tombe dans une nasse de branches, les raquettes se coincent sous l'entrelac. J'éructe au fond du trou. Dans les récits de la Kolyma, Varlam Chalamov, détenu dans un goulag de Sibérie, se souvient des pins nains qui entouraient le camp. Lorsque la température se réchauffait en mai, les arbres se libéraient de la couche de neige. Ils se redressaient. Ils annonçaient le printemps, l'espoir. À l'altitude de 1000 mètres, je grimpe vers les arêtes rocheuses qui flanquent les talwegs. La denture des dorsales granitiques se découpe sur le lac. Certains de mes amis vivent pour cela seuls. Gagner les altitudes où l'air pique le nez, vivre suspendu entre le ciel et la terre, dans un royaume de formes abstraites, sans odeur. Lorsqu'ils redescendent dans les vallées, la vie leur semble puer. En ville, les alpinistes sont des gens malheureux. Entre les blocs de pierre qui émergent de la neige, je construis un feu, y fais bouillir le thé. Le feu et moi fumons côte à côte. Nous offrons nos volutes au vieux lac. Au cours de ces journées là-haut, je me consacre à la pure réjouissance d'être. Tirer sur son clope, seul, devant le lac. Ne nuire à rien. Ne subir le diktat de personne. Ne désirer pas plus que ce que l'on éprouve et savoir que la nature ne nous rejette pas. Dans la vie, il faut 3 ingrédients. Du soleil, un belvédère et dans les jambes, le souvenir lactique de l'effort. Et aussi des petits Monte Cristo. Le bonheur est fugace comme une bouffée de cigare. Il fait -30, trop froid pour la contemplation. Je choisis un couloir pour redescendre en glissant, je m'accroche au baliveau de frêne et aux branches des cornouillers. Je retrouve la forêt de pins et de bouleaux, m'enfonce dans la neige endormie et regagne la rive en 1 heure. En tirant un cap au jugé, je touche la grève, pas loin de la cabane. Lorsque je la découvre, je suis heureux. Elle m'accueille, je rentre chez moi.
Je ferme la porte et allume le poêle. En mai, il me faudra grimper jusqu'au sommet de mon domaine. L'épigraphe de l'Hypérion. Ne pas se laisser écraser par l'immense, savoir s'enfermer dans le plus étroit espace, c'est en cela qu'est le divin. En somme, après la promenade, après s'être gorgé de la grandeur du lac, pensez à adresser un clin d'œil à un petit serviteur de la beauté, flocon, lichen, mésange. 4 mars. La caresse du soleil par le carreau de la fenêtre se rapproche en volupté de la caresse d'une main chérie. Quand on s'est reclus dans un bois, il n'y a que le soleil dont on supporte l'intrusion. Pour bien commencer une journée, il est important de rendre ses devoirs. Dans l'ordre, salut au soleil, au lac, au petit cèdre poussé devant la cabane et dans lequel chaque soir, la lune accroche son fanal. Je vis ici au royaume de la prévisibilité. Chaque jour s'écoule, miroir de la veille, esquisse du lendemain. Les variations des heures jouent sur la coloration du ciel, les allées et venues des oiseaux, et 1000 nuances à peine perceptibles. Lorsque le monde des hommes n'envoie plus de signal, une teinte nouvelle sur le plumeau des cèdres, un reflet dans la neige, deviennent des événements considérables. Je ne mépriserai plus ceux qui parlent de la pluie et du beau temps. Toute considération sur la météorologie a une dimension cosmique. Le sujet n'est pas moins profond qu'un débat sur l'infiltration des services de l'ISI pakistanais par les salafistes. L'imprévu de l'ermite sont ses pensées. Elles seules rompent le cours des heures identiques. Il faut rêver pour se surprendre. Je me souviens de mon embarquement il y a 2 ans à bord du navire-école de la marine française, la Jeanne. Nous venions de Suez et marchions lentement dans la Méditerranée. Îles et caps défilaient. Sur la passerelle de commandement, les officiers les regardaient passer. Le silence régnait. Chacun fêtait intérieurement le surgissement des saillies de la côte. Aujourd'hui, par la fenêtre, je jette le même regard que jadis par les vitres du bateau. Je guette le clair-obscur, les tremblements de la lumière, et non plus les métamorphoses du rivage. Sur le pont, nous demandions au défilement de l'espace de pourvoir à notre distraction. En cabane, les minuscules survenus que le temps précipite y suffisent. Je navigue, immobile, encalminé. Si l'on me demande que faisiez-vous pendant ces mois, je répondrai une croisière. À l'intérieur et à l'extérieur de la cabane, le sentiment de l'écoulement du temps n'est pas le même. Dedans, un ruissellement d'heures douillettes, dehors, par -30, la gifle de chaque seconde. Sur la glace, les heures se traînent. Le froid engourdit le flux. Le seuil de ma porte n'est donc pas une latte de bois séparant le chaud du froid, le cossu de l'hostile, mais une valve d'étranglement soudant les 2 globes d'un sablier dans lesquels la durée ne s'écoulerait pas à la même vitesse. Une cabane sibérienne n'est pas construite aux normes des habitations du monde civilisé. Ici, pas d'impératif de sécurité, pas d'assistance, pas d'assurance. Les Russes ont le principe de ne jamais prendre de précautions. Dans l'espace de 9 mètres carrés, le corps se meut entre le poêle brûlant, la scie qui pend, les poignards et les haches plantées dans les poutres. Dans l'Europe de la prévention, les cabanes seraient rasées. Je consacre l'après-midi à scier un tronc de cèdre. Travail de forçat. Le bois est dense, les dents de métal y mordent mal. Un coup d'œil vers le sud pour souffler. Le paysage repose, parfait, architecturé. L'orbe des baies, les traînées sulfatées du ciel, les poinçons des pins, la majesté des drapés granitiques. La cabane se tient au centre d'un tanka, au contact des mondes lacustres, montagneux et forestiers, symbolisant respectivement la mort, l'éternel retour et la pureté divine. Le cèdre est fin mais doit avoir 200 ans. Ici, ce que le vivant perd en profusion, il le gagne en intensité. Les arbres n'explosent pas en frondaisons luxuriantes, mais leur chair est dure comme le marbre. Une pause encore. L'année dernière, sur les flancs de la vallée de la Samarga, dans l'extrême-orient russe, j'avais visité des stations de bûcherons. Moscou vend sa taïga aux Chinois. Les tronçonneuses lacèrent le silence des confins. On dépaisse la forêt par arpents. Les hommes jaunes débitent les troncs avec la minutie des xylophages. Certains de ces arbres connaîtront un destin étrange.
poussés sur la ligne de crête d'une vallée sauvage, ayant survécu à 100 ou 150 hivers sibériens, ces cèdres se retrouveront débités en baguettes destinées à fourrer les nouilles d'une soupe au fond du gosier d'un ouvrier de Shanghai employé à la construction d'un centre commercial pour expatriés. Les temps sont durs pour les sapins. Sergueï m'a dit que là-haut, derrière les arêtes rocheuses qui flanquent le Baïkal, au fond de la réserve de la Lena, les bûcherons sont déjà à l'œuvre. Les Russes, si fiers de l'intégrité de leur patrie, ne portent pas d'attention à cette coupe réglée. Gonflés de l'illusion de peupler un pays sans bornes, ils imaginent leur nature inépuisable. On devient plus vite écologiste dans la marqueterie des alpages suisses que mourant d'angoisse dans la vastitude de la plaine russe. Je coupe aussi un bouleau mort. L'écorce servira d'étoupe pour allumer le feu. La peau de l'arbre est striée d'encoches. Un esprit de la forêt aurait-il tenu le décompte des jours? Lorsque je rentre, de gros flocons recouvrent la herse de souches et de racines poussées sur le profil du talus. 5 mars. Une incursion à nouveau dans le royaume d'en haut. Je cherche la chute d'eau que m'a signalée Sergueï, à 1h30 de marche vers les 1000 mètres d'altitude. J'erre avec mes raquettes sur la courbe de niveau du Pierrier, au-dessus de la ligne des cèdres. Au sommet de l'un des canyons du versant, à la côte 900, je tombe sur la cascade. Le filet de glace naît dans une échancrure au sommet d'une paroi schisteuse, se vomit dans le vide et recouvre de nacre la roche noire. Pas un oiseau ne crie. L'hiver a pétrifié la vie. Le monde attend son réveil. La neige, la chute d'eau, les nuages, le silence même sont en suspens. Un jour, les choses reprendront cours. La chaleur descendra du ciel et le flux printanier gonflera les tissus de la nature. Les veines des bêtes battront d'un sang neuf, les talwegs se rempliront d'eau, la sève des arbres pulsera, les feuilles perceront la gangue des bourgeons, les neiges murmureront qu'elles veulent retourner au lac, les larves écloront, les insectes sortiront de la terre, un ruissellement monstrueux nappera les versants. La vie coulera sur les pentes, les bêtes descendront boire et les nuages d'été ramperont vers le nord. Pour l'instant, je suis seul à me débattre dans la poudreuse pour rentrer chez moi. Patin à glace le soir. 1 heure à glisser sur la laque. Avec les visions qui défilent sous mes yeux, plaques d'obsidienne, zébrures bleu lagon, une pub pour parfum des années 80. Sur la glace, un îlot de neige épargné par le vent. Je m'y échoue pour un cigarillo. Les craquements du Baïkal se répercutent dans mes os. Il fait bon vivre près d'un lac. Le lac offre un spectacle de symétrie, les rives et leurs reflets, et une leçon d'équilibre, l'équation entre l'apport des affluents et le débit des exutoires. Pour que se maintiennent les niveaux hydrographiques, il faut une précision miraculeuse. Chaque goutte versée au crédit de la vasque doit être redistribuée. Vivre en cabane, c'est avoir le temps de s'intéresser à des choses pareilles, le temps de les écrire, le temps de se relire, et le comble, c'est qu'une fois tout cela accompli, il reste encore du temps. Au carreau ce soir, la mésange, mon ange. 6 mars. Je reste au lit ce matin. Par l'ouverture du duvet, à travers la fenêtre, je regarde la grosse pêche se hisser au-dessus de la bourriassie. Un jour, le soleil nous révélera où il trouve la force de se lever matin. Une rafale de vent pulse un courant glacial sous la porte. Isoler l'ermite? Mais de quoi? L'air se glisse à travers les poutres, le soleil inonde la table, l'eau s'étend à un jet de pierre, l'humus est là, sous le plancher de bois, l'odeur des bois s'immisce par les fentes, la neige s'infiltre par les pores de la cabane, un insecte s'invite sur le parquet. En ville, une couche de goudron prémunit le pied de tout contact avec la terre, et entre les hommes se dressent des murs de pierre. Le lac craque horriblement. Devant le thé, j'ouvre mon volume du Monde de Schopenhauer dans l'édition PUF, à couverture orange. Il trônait chez moi, à Paris, sur ma table, sans que j'ose l'ouvrir. Il y a des livres autour desquels on rôde. Au fond, je me suis retiré dans les bois pour faire enfin ce qui m'avait toujours intimidé. Dans le chapitre 39, sur la métaphysique de la musique, ces lignes. Les parties les plus graves,
répondent aux degrés inférieurs, c'est-à-dire aux corps inorganiques, mais doués déjà de certaines propriétés. Les notes supérieures nous représentent les végétaux et les animaux. Tous les corps et tous les organismes doivent être considérés comme sortis des différents degrés de l'évolution de la masse planétaire qui est à la fois leur support et leur origine. C'est tout à fait le même rapport qui existe entre la base fondamentale et les notes supérieures. Quand le lac joue sa partition et diffuse craquements et détonations, c'est cela, la musique de l'inorganique et de l'indifférencié, une mélodie des tréfonds, la symphonie du monde en ses débuts. L'innommé gargouille, et sur la base continue de ses convulsions, un flocon ou une mésange s'essaie à une mélodie légère. La température chute subitement. J'abats du bois par -35 et lorsque je rentre dans la cabane, la chaleur procure l'effet d'un luxe suprême. Après la froidure, le bruit d'un bouchon de vodka qui saute près d'un poêle suscite infiniment plus de jouissance qu'un séjour palatial au bord du grand canal vénitien. Que les huttes puissent tenir rang de palais, les habitués des suites royales ne le comprendront jamais. Ils n'ont pas connu l'onglet avant le bain moussant. Le luxe n'est pas un état, mais le passage d'une ligne, le seuil où soudain disparaît toute souffrance. Il est midi, il fait grand vent et je m'en vais. Je pars à pied pour l'île d'Ouchkani à 130 km de la cabane. Je me donne 3 jours pour rejoindre la station de Sergueï, 1 journée pour gagner l'île, une 2e pour y séjourner, une 3e pour revenir sur Terre et 3 jours pour rentrer chez moi. Je tire une luge d'enfant sur laquelle j'ai chargé un sac de vêtements, des provisions, mes patins à glace, les rêveries de Rousseau et le journal de Junger, commencé hier. Un philosophe humaniste et un entomologiste souabe, large compagnie. Je traverse des chaos de banquise. La neige a déposé une crème blanche au-dessus des tranches bleues. Je marche dans le gâteau d'un dieu boréal. Parfois le soleil illumine la pointe des glaçons, des étoiles s'allument en plein jour. Sur les sections d'obsidienne, les craquelures courent dans la masse de verre, selon un schéma récurrent, le dessin d'une arborescence à angle brisé. Les lignes de cassure se scindent à la manière des arbres généalogiques ou des tiges de certaines plantes. Cela correspondrait-il à une structure mathématique, à une écriture déterminée par les lois de l'univers? L'eau a une mémoire. La glace aurait-elle une intelligence? Une intelligence froide, of course. 6 heures de marche, puis au détour d'un cap, le hameau de Zavarotney. Quelques maisons de bois reposent dans une baie. Une seule est occupée à l'année par un inspecteur forestier nommé V.E. L'endroit constitue une enclave de 20 km sur 10 dans la réserve, un territoire libre où les Russes peuvent s'adonner à leur activité préférée, faire n'importe quoi. Le village servait de base arrière aux équipes d'ouvriers qui exploitaient la mine de microquartzite, sise dans la montagne à l'altitude de 1000 mètres. Le microquartzite servait à fabriquer les diamants des électrophones et les aiguilles de certains oscillateurs. Je dois ma connaissance de ces choses passionnantes à V.E. qui m'accueille dans son isba. Sa cuisine tient de la porcherie. Une couche de gras enduit les murs. Le sol est dangereux. On peut glisser sur les tripes de poisson et renverser l'une des marmites où mijote la graisse de phoque destinée aux chiens qui règnent ici en maître. V.E. fut longtemps le chef de la station météorologique de Solnitchnaya à 40 km au sud. Avant, il était alcoolique. Il a arrêté de boire à cause d'un infarctus. Aujourd'hui, il va mieux, mais il a perdu ses dents. Il me montre un morceau de lave, cadeau des géologues. « Ce sont les plus vieux minéraux du monde, dit-il. »« Quel âge, dis-je ? 4 milliards d'années. Je les ai mis sous mon oreiller pour qu'ils inspirent mes rêves. »« Alors ? Rien encore. » Il ajoute. « Tu as faim ? » ?»« Oui, dis-je. »« Tu veux du poisson ? » ?»« Je veux bien. » Le spectacle de V.E., debout, affairé à défoncer au marteau un poisson congelé sur la table d'une cuisine jamais nettoyée depuis la fin de l'Union soviétique, est réjouissant. Les Russes ne font jamais de manière et le poisson est bon. Il y a eu des événements dans le monde depuis 3 semaines ? Non, c'est calme, les musulmans hibernent. 7 mars. Un jour sur la glace, les yeux rivés sur les motifs du manteau. Les fractures et les fissures tressent dans le corps gelé un feuilletage électrique dont le courant se propage nerveusement. Les lignes se rétractent, se rejoignent, s'écartent. La glace a absorbé l'énergie des chocs en la distribuant le long de faisceaux nerveux.
Les coups de boutoir crèvent le silence. Ils proviennent de l'écho d'une explosion distante de dizaines de kilomètres. Le bruit se décharge par ces réseaux de vénures. Les rayons solaires se réfractent dans les anastomoses. Les chevaux s'enluminent. La lumière irradie les veines de turquoise, les féconde de traînées d'or. La glace se convulse. Elle vit, et je l'aime. Les serpentins nacrés dessinent des nœuds, pareils aux images des tissus neuronaux ou aux représentations des champs de poussière stellaire. La carte de ces emmêlements tient du psychédélique. Sans drogue, sans vin, mon cerveau perçoit des séquences hallucinatoires. Le monde laisse entrevoir une écriture inconnue. Les motifs défilent comme nés d'une fumée d'opium. La nature ne nous laisse même pas la consolation de pouvoir projeter des images inédites sur l'écran de notre psyché. Cette œuvre disparaîtra au mois de mai. Les eaux l'engloutiront. La glace du Baïkal est un mandala dont le patient dessin sera effacé par la chaleur et le vent. 20 kilomètres au sud de Zavarotné, je passe la nuit dans la cabane de Bolchoï Solontsovy, un abri en mauvais état. Il sert de halte aux gardes forestiers de la réserve. Il y a 3 ans, j'y avais passé 2 jours avec Maxime, un repris de justice à qui les autorités avaient donné une seconde chance. On l'avait nommé inspecteur. Il se morfondait dans sa cabane. Il avait une tête de brute et un sourire très doux. Son existence n'était pas drôle. Un ours rôdait depuis des jours dans la clairière, interdisant toute sortie. « J'en suis réduit à pisser dans ma théière », s'était-il plaint. Ses supérieurs n'avaient pas voulu prendre le risque de confier un fusil à un ancien drogué fraîchement sorti des geôles d'Irkoutsk. Le soir, l'ours était venu et nous avait fixés depuis la porte. « Putain de bite dans ma cellule, j'étais plus en sécurité », avait râlé Maxime. Entre-temps, l'ours a été assassiné. Maxime a replongé, purge une nouvelle peine, et la cabane de Bolchoï Solontsovy est à nouveau vide. Je joue aux échecs contre moi-même. Le dernier rayon du jour traverse le carreau et ricoche sur la lame du couteau. Malgré une charge héroïque des fous, les blancs perdent. Aux poutres des photos. Des filles blanches, nues et très lisses, avec de fortes poitrines, se tiennent dans des positions un peu surfaites qui n'engagent pas la conversation. Déjà, on ne voit plus rien. La nuit a trop gagné.